Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jeez Louise. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de célibat, mais plus précisément comment bien vivre son célibat. Parce que moi, ça fait bientôt 6 ans que je suis célibataire. Et ce que j'entends par là, c'est évidemment juste que je n'ai pas vécu de relation de couple à proprement parler, comme ma dernière longue relation, on va dire. J'ai eu des plans d'un soir, j'ai eu des histoires un peu plus longues, des sortes de situationship, des amourettes, j'ai eu des sentiments, amoureux. J'ai un peu traversé plusieurs phases, je pense, du célibat et je ne l'ai pas toujours bien vécu. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je me sens d'aborder ce sujet avec beaucoup plus d'aisance et de paix, c'est que je me sens foncièrement, vraiment bien dans mon célibat et je le dis pas du tout d'une manière hypocrite ou pour vous convaincre, pour me convaincre. Vraiment juste, je suis dans un stade de ma vie où j'adore mon célibat, principalement, je pense, parce que c'est une chose dans ma vie parmi tant et que je pense que je me suis peut-être longuement, parfois définie seulement par ça. Or, on y reviendra, je pense qu'il y a 1000 autres choses qui nous définissent, à part notre statut, amoureux et social, voilà. Donc je voulais, commencer un petit peu ce sujet en parlant de plusieurs, peut-être, je sais pas si c'est des conseils ou juste de manière générale des sujets qui font que j'ai moi-même avancé sur ce sujet-là et que je continue d'avancer sur ce sujet-là. Le premier, c'est d'accepter. On va dire que l'acceptation, c'est pas du tout un état permanent. Je pense qu'on peut accepter d'être célibataire dès le début de son célibat et quelques semaines après, être en gourmand à nouveau et regretter et se sentir mal, et cetera, et cetera. Moi, je pense que ça a été vraiment par phase. Mon célibat, au début, après ma rupture, je me le suis un peu mangé pleine balle, comme ça. Et du coup, j'avais, je pense, un peu de mal à l'accepter. Et en même temps, j'avais pas trop le choix. Donc, j'ai été forcée on va dire, forcée de l'accepter. Et par la suite, j'ai vraiment, en fait, appris à accepter ce célibat. Et je pense que donc, dans cette acceptation, il y a l'apprentissage de cette acceptation-là. Juste parce que c'est vu comme quelque chose d'un petit peu parfois douloureux d'être célibataire dans notre société. Souvent, on a l'impression qu'on ne le choisit pas. Or, en fait, je pense que le célibat, c'est quand même aussi vachement un choix. Et ça, je pense que ça m'a mis du temps à le comprendre. Ça m'a mis du temps à l'intégrer. Parce que j'avais l'impression que les gens qui étaient en couple choisissaient d'être en couple. Et par contre, que les célibataires, on était comme ça et qu'on le subissait un petit peu. Comme si on subissait vraiment ce statut-là de célibataire et qu'on attendait d'être cueilli, d'être pris, d'être choisi. Or, j'ai compris après que le célibat était un choix. Mais c'est difficile de le voir comme ça parce que je pense qu'au début, il faut juste déjà réapprendre à être bien seul. Ça va avec l'état d'acceptation, je pense. C'est qu'en fait, quand t'es habitué à être en couple, tu as un fonctionnement en duo qui fonctionne grave bien, ou parfois qui est complètement dysfonctionnel, mais en tout cas, tu es habitué à ce fonctionnement à deux. Et donc, ça fait comme un vide quand tu te retrouves d'un coup tout seul ou toute seule. Et c'est là où tu te dis, OK, maintenant, quoi? Et d'ailleurs, c'est Roland Barthes qui en parle très très bien dans Fragment d'un discours amoureux. Encore une fois, il y a toutes ces phases-là, toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes parce que tu, tu te retrouves après une rupture. Il y a toujours cette espèce de mystification de l'autre. L'autre qui d'ailleurs n'est plus forcément ton ex. C'est vraiment une place à part entière. L'autre, quoi. Ça devient un sujet. Et finalement, donc, une fois que tu as perdu l'autre, il faut retrouver cet autre chez quelqu'un d'autre, du coup. Donc, je pense qu'il y a vraiment une phase d'habitude. Enfin, il faut vraiment s'habituer à retrouver un rythme sans le couple, sans le duo. Et donc, ça passe forcément par essayer de le remplacer avec des potes, etc.
ça passe aussi par le fait d'accepter de passer ces moments que tu passais à 2, de les passer seuls. Retrouver du plaisir dans cette solitude et après ça devient nécessaire et tu ne pourras pas t'en passer, en fait, de cette solitude. Cet état-là d'espace, d'avoir tout l'espace que tu veux pour toi et toi seul, c'est tellement important. Parce qu'après, en fait, quand tu vas être amené à être en couple, tu vas prendre ça avec toi et c'est trop important. Je le vois avec mes amis qui sont en couple aujourd'hui. C'est vraiment le b.a-ba d'une relation saine et stable, c'est d'avoir ses moments à soi, ses moments seuls, son environnement, juste cet espace-là de vivre seul, sans l'autre. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on implémente de plus en plus dans le couple moderne, justement. Voilà. Donc l'acceptation n'est pas un état permanent parce qu'il y a des moments où évidemment ça va être plus facile que d'autres. Il y a des jours où tu vas vraiment bien le vivre et d'autres, moi je suis passée par là, juste là ça fait un bon petit bout de temps maintenant que cet état-là, on va dire, d'acceptation s'est stabilisé. Il y a des jours où, ben, j'appelais mes copines et c'était difficile. J'avais la plainte un peu facile, j'avais la victimisation un peu facile aussi et c'est complètement normal. Voire, j'ai envie de te dire, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus, c'est OK et ça fait du bien même de se plaindre aussi de ça et de vider son sac. Il y a un peu ce truc-là aussi où, bah, évidemment, c'est pas toujours facile d'être en couple et c'est pas toujours facile d'être célibataire. Donc, quoi qu'il, tu as le droit de te plaindre, même s'il y a pas forcément de solution. Voilà. Mais je pense que l'étape de l'acceptation, en fait, je la place en haut juste parce qu'en fait, c'est une étape à laquelle il faut revenir à chaque fois. Faut se rappeler que c'est normal de pas être tous les jours en phase avec son célibat. Il y a des jours où c'est relou et tu as envie d'être en couple et d'avoir ta petite famille ou de commencer à projeter, je sais pas moi, la vie à 2, l'achat d'une maison, je rêve en grand, hein, mais on s'entend. Ensuite, il y a un peu cette question du coup qui arrive et qui suit un peu logiquement, c'est se reposer la question à soi: «OK, pourquoi est-ce que de manière générale, on a tous autant envie d'être en couple? Est-ce que j'ai envie d'être en couple? Et pourquoi j'ai envie d'être en couple?» Je trouve que ça aide vachement dans son célibat de se poser ces questions-là. Déjà, parce que ça remet un petit peu aussi en perspective les standards et les valeurs qu'on prend avec nous quand on va se remettre en couple. Mais le pourquoi du comment. Est-ce que c'est ta famille qui te met une pression? Est-ce que c'est ton cercle social? Tu as l'impression que tu es le seul célib, la seule célib dans le cercle social et ça t'emmerde, ça t'angoisse et donc du coup, tu te dis: «Il faut que je rentre dans le moule, faut que je sois comme tout le monde» et cetera. Est-ce que c'est un schéma que tu reproduis? Je sais que moi, par exemple, j'ai peut-être des standards assez hauts de par le couple de mes parents, qui est un couple très uni. C'est vraiment ils sont comme ça, ils font tout à 2, c'est une équipe et moi, j'ai souvent d'ailleurs c'est un autre sujet, mais j'ai souvent eu du mal à trouver, je pense en y réfléchissant, ma place au sein de ce couple, dans cette dynamique-là. Parce que c'est un couple très, très, très soudé, très uni, très fusionnel. Ils sont pas forcément dans le PDA, comme on dit en anglais, le Public Display of Affection. Voilà, ils sont pas dans les mamours, les trucs, les machins. Mais par contre, ils existent vraiment en tant qu'unité. Et donc, je sais que si je dis quelque chose à ma mère, mon père sera au courant no matter what. Ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, si je précise de pas le dire à ma mère, enfin, ça sera pas répété. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement une unité que même moi, dans ma tête, je les assimile à 2, quoi. C'est vraiment mes parents. C'est le couple. The couple, tu vois? Donc effectivement, j'ai une conception du couple assez particulière parce qu'en grandissant, j'avais vraiment ce couple uni. Moi, j'avais beaucoup de mes amis qui ont eu des parents qui ont commencé à divorcer, à l'âge de la préadolescence, l'adolescence encore plus, et cetera, et cetera. Et moi, pas du tout. C'était vraiment très stable. Donc ça a moult avantages dans ma construction de moi-même, sur le côté stable, sur le côté vraiment,
projection long terme de quelque chose, mais c'est aussi très difficile parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est très à contre-courant presque, j'ai l'impression parfois de se projeter aussi longuement et d'avoir des envies de mariage et de couple aussi long terme, et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu cette question qui vient se poser de pourquoi j'ai envie d'être en couple et comment est-ce que j'ai envie d'être en couple aussi. Et donc, je trouve que parfois de se poser la question et de remettre ça un petit peu en perspective, ça aide aussi à accepter et à vivre son célibat de manière un petit peu plus paisible. Parce qu'en fait, moi, je suis vraiment une grande croyance dans le fait que si tu veux vraiment quelque chose aussi, ça va se passer, c'est écrit, tu vas tout faire pour mettre en place ces choses-là. Donc ce couple-là que tu veux, dont tu rêves, il arrivera à un moment vraiment donné dans ta vie, un moment destiné, un moment où c'est censé se passer pour toi. Voilà. Je pense qu'aussi, ça c'est pareil, ça s'enchaîne bien, c'est que on nous raconte souvent quand même que le célibat, c'est un peu un problème, que le couple est là pour le résoudre. C'est un peu, la solution du célibat, c'est le couple. Comme si en fait le célibat, c'était un problème et que c'était pas quelque chose de possible sur le long terme. Donc le couple vient réparer le célibat, quelque part. Vient mettre fin à quelque chose de douloureux. Dans la pop culture, c'est ce que j'ai déjà dit même dans les épisodes précédents, on est vraiment sur une représentation des femmes dans les années 80, 90, et cetera. Après cet essor hyper féministe des années 70, de la libération sexuelle pour les femmes, et cetera, on revient donc à un post-féminisme, on arrive pleine balle avec des personnages de nanas désespérées, célibataires, qui mangent des pots de Ben Jerry's le soir chez elles, qui prennent du cul, qui se réveillent avec des cernes, et cetera, qui sont un petit peu, la risée du bureau ou la risée du lycée, ou whatever, you name it, et qui se font du coup un petit peu, j'allais dire, ridiculisées par leur propre statut social, en fait, et qui en rigolent elles-mêmes et qui se victimisent elles-mêmes à travers leur célibat. Elles sont dans une recherche désespérée de the one, de l'amour, du grand amour, l'amour avec un grand A, du mec qui va être le père de leurs enfants, qui va être leur mari. Il y a ces énormes projections, cette place énorme à remplir, comme si le célibat était un état un peu de néant et de vide. Alors que c'est tout le contraire. C'est pas du tout vide, c'est extrêmement riche le célibat. Et donc, si on shift un petit peu cette perspective-là et qu'on se dit: «Non, non, mais le célibat, c'est un moment où justement je peux voyager seule, voyager avec mes amis, faire ce que je veux, avoir un hobby, bosser après, le taf sur un projet perso parce que j'ai le temps quand je rentre chez moi, me prendre un chien», MDR, moi. Plein de choses comme ça. La vie, elle est vraiment là pour être vécue. Mais elle est là pour être vécue pour soi avant toute chose. Avant le couple, il y a nous et dans le couple, il y a 2 individus. OK? 2 individus avec des hobbies parfois en commun, parfois différents et justement qui viennent se compléter et s'ajouter des des cordes à leur arc, mutuel, en fait. Mais tu es toi avant d'être le couple et donc pour nourrir le futur toi du couple, nourris-toi avant. Donc n'attends pas d'être en couple pour kiffer ta life. Voire au contraire. Je dis pas, hein, les gens qui sont en couple, ils kiffent et tout et c'est le feu et j'ai que hâte de kiffer avec mon gars, de faire des voyages à 2, de vivre ma Dua Lipa era, avec, Callum Turner et tout. Là, je suis dans la Dua Lipa single era et elle est belle. Elle est belle, OK? Franchement. Donc, il y a vraiment ce truc-là de rendre le célibat misérable alors que pas du tout. Je pense que c'est presque une vision, un petit peu même capitaliste de la vie. Parce qu'en fait, quand on y pense, le couple
a beaucoup d'avantages dans la société, d'aujourd'hui. Que ce soit par les impôts, par, les logements, quand tu habites à 2, tout coûte moins cher, les impôts pareil, les courses, tout ça. Donc il y a vraiment un truc c'est pas facile d'être célibataire dans des grandes villes et tout, hein. C'est franchement encore moins quand tu es une femme parce que ton revenu, il est encore plus faible que celui des hommes. Donc nous, on a double peine. Mais du coup, je crois que ce prix de cette liberté, il est cher, je vais pas mentir. Mais du coup, il se délecte, il s'apprécie pour ensuite, justement, savoir ce que ça fait de le vivre et donc d'être dans quelque chose d'autre après. Mais d'en garder aussi les prix de cette de garder les prix de cette liberté, je pense, dans le couple. Surtout aujourd'hui, nous, vraiment, on est dans ça, on est dans cet essor et tout complètement. Donc c'est trop bien. Je pense aussi que j'en arrive à un autre point, c'est que je trouve que parfois c'est difficile d'en parler en société du célibat. Surtout quand ça fait longtemps que t'es célibataire, et cetera. Parce que quand on parles à tes potes en couple au début et que t'as un peu envie de te plaindre, je sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais moi j'ai souvent eu une grosse frustration. C'est qu'on peut pas t'apporter de solution. Et donc, tu te plains, mais c'est un peu comme pisser dans un violon. Pardonnez-moi l'expression. Mais j'ai un petit peu l'impression que parfois, on est là comme ça, on prend l'info et on dit: «Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, ouais, c'est relou, mais bah, vas-y, plains-toi, pas de galère, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?» Et c'est vrai, il y a pas forcément de solution miracle. Ah, parfois mon désarroi d'être célibataire, ma tristesse d'être seule, mon sentiment de solitude qui amplifie pendant les jours d'hiver froids où j'ai personne à cajoler, OK? Ça, je l'ai eu cette complainte. Mais personne te dit: «Ouais, bah, fais ci, fais ça». Surtout que moi, franchement, je me suis vraiment mise dans les conditions de la meuf qui se put out there. Genre, les applis, j'ai fait, les rencontres potes de potes, j'ai fait, hem, donner mon num à quelqu'un dans la rue, je l'ai fait, genre draguer comme ça un peu parce que je le sentais, je l'ai fait. Donc c'est pas comme si j'étais dans un truc complètement plaintif et passif de ouf dans mon célibat, au contraire. J'ai grave eu des phases différentes dans ce célibat et c'est chambé, il faut les vivre en fait d'ailleurs. J'y viendrai, enfin je vais y venir juste après. Mais parfois, j'ai l'impression que on donne beaucoup plus de crédit aux gens en couple pour se plaindre parce qu'en fait, si on se plaint de «mon gars, il est comme ça, ma meuf, elle m'a dit ça», eh ben, en fait, on peut t'apporter des solutions. On peut t'apporter des solutions parce que tes potes, ils vont te dire: «Bah, parle-en, communique, parle-en à l'autre personne». Forcément, on te donne des solutions parce que t'es pas solo, donc c'est une problématique et dans un couple, it takes two to tango. Donc du coup, t'es avec la personne en face, il y a un dialogue qui est possible. Toi, dans ton célibat, dans ta complainte et tout, forcément, t'es solo. Donc, au-delà d'en parler à tes amis en couple, en parler à des amis célibataires, déjà, ça aide. Parce que parfois, franchement, une soirée bitchage de notre vie de célibataire, elle est que agréable quand tu l'as fait avec quelqu'un qui comprend ce que t'es en train de vivre. Ça, c'est vraiment très agréable. Et de Dio, comme je le dis souvent, la thérapie. Ça aide quand même, hein, de vider son sac, d'être là pour soi, avec soi et de parler un peu crûment et peut-être même de rentrer plus dans le deep sur ce sujet-là et du pourquoi, du comment ça nous emmerde et quelles sont nos angoisses vis-à-vis du célibat, pourquoi est-ce qu'on a ces projections-là, et cetera, et cetera. Je pense que c'est hyper, hyper important. Voilà. Je pense que il faut aussi se rassurer. Donc j'en arrive là aussi. C'est ce que je disais un peu au début. Il faut pas se définir par son célibat, enfin par son statut social. Genre, est-ce que demain tu rencontres, je sais pas qui, il te dit: «Enchantée, moi je suis machin, je suis en couple depuis tant d'années» et cetera. C'est pas du tout la première chose qui va m'intéresser de toi. Donc le célibat non plus. Et je pense que parfois, on se met nous-mêmes dans des autocases de: «Ouais, bah non, moi je suis célibataire, donc du coup» et donc il y a presque cette auto-victimisation qui continue, ça surenchérit en fait ce statut ce mood-là que de se définir par son statut de célibataire. Qui en plus, c'est un peu comme le statut de chômeur. Genre, tu es au chômage, tu es célib, il y a un peu ce truc-là. C'est comme se définir par son taf, quoi. Genre, tu es 1000 autres choses. Tu que pas juste célib ou juste chômeur ou juste, heu, star. Tu autre chose, genre, tu es 1000 autres choses, tu es une bête d'amis, tu
un cuisinier à tes heures perdues, t'es un lecteur complètement fou du dimanche. Non, mais voilà, on s'entend. On est tous une multitude de choses. Donc, rien ne sert de s'apitoyer sur son sort de célibataire en se définissant que par ça. Je pense que le meilleur conseil que j'ai un peu appliqué et que j'ai compris, en fait, pour vivre son célibat sereinement et vivre sereinement tout court, en fait, je pense que c'est vraiment celui-là. Et ça, c'est un truc que j'ai compris là récemment parce que j'étais en thérapie, je crois. Et je m'en suis rendu compte en parlant parce que je me rendais compte que j'avais un petit problème de schéma où je répétais un petit peu les mêmes choses dans mes relations. C'était notamment d'aller vers des personnes complètement émotionnellement indisponibles. Vous me direz: «Louise, ça veut dire que toi aussi tu l'étais pendant X temps». Certes, je l'entends, je suis d'accord. Sauf qu'en fait, j'allais souvent vers des gars qui étaient, célibataires depuis pas longtemps ou alors qui s'étaient pas encore remis de leur relation précédente. Donc du coup, je payais un peu les pots cassés et du coup, j'avais jamais quelqu'un de fully dispo devant moi. Sauf que moi, en fait, j'avais grave envie de projeter un projet sur cette personne-là qui n'était pas le bon. C'était pas la bonne personne pour ce projet-là non plus. Le projet étant un couple, quelqu'un avec qui je pouvais me voir dans plusieurs années, quelqu'un avec qui je pouvais, ou quelqu'un avec qui j'avais envie de me voir dans plusieurs années, quelqu'un avec qui j'avais envie de me voir peut-être fiancée, peut-être mère de leurs enfants, etc., emménager dans un autre appart, ce genre de choses, quoi. Et en fait, je me suis dit: «Louise, il faut arrêter de projeter le mauvais projet sur la mauvaise personne». Ça paraît simple dit comme ça, mais en fait, quand tu prends la personne en face de toi pour ce qu'elle est et ce qu'elle a à t'offrir, tu peux adapter ton projet. Je dis pas qu'en fait, il faut pas adapter ses attentes de vie et ses standards de vie. Mais en fait, si tu vois que le mec devant toi, tu l'aimes bien, que je sais pas, vous couchez hyper bien ensemble et que c'est smooth et que c'est facile, que c'est quelqu'un avec qui tu rigoles bien et que t'aimes bien le voir, aller une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, etc., bah, ce sera ça, en fait, la relation. Ce sera pas plus. Accepter tout type de relation, en fait. Et ne pas aller projeter le projet que t'as de vie, de justement ce que je viens de dire, ce projet de vie, quoi, ce projet de vie, de construction de vie adulte avec un mec avec qui t'as envie de faire des enfants, avec qui t'as envie d'emménager, avec qui t'as envie d'acheter un penthouse à Rome. Ce sera pas lui, mais il te servira à autre chose, lui. Il va te servir à remplir cette case-là et à t'apporter des super bons moments, des doux moments, de fun, de cool, de no prise de tête. Et c'est chouette. Ou alors, peut-être que ça va être un mec avec qui tu vas pouvoir te projeter pendant quelques mois. Parce que tu l'aimes bien, que tu commences à avoir des sentiments, que tu sens que lui aussi, mais quelque part, tu sens que la compatibilité sur le long terme, elle est pas forcément là. Mais t'as pas forcément envie de lui dire au revoir tout de suite parce que, comme je disais à l'instant, tu l'aimes bien et qu'en fait, vous passez des super beaux moments ensemble, que vous avez l'impression que vous pouvez partir en week-end ensemble comme ça, en spontané sur un coup de tête et que ça se fait, que c'est facile. En fait, s'il y a de la facilité à construire quelconque relation, vis-la, la relation. Mais ne projette pas un mauvais projet sur la mauvaise personne. Ça, je pense que c'est hyper chouette. Et ça va avec un autre conseil que je peux donner, ou en tout cas que j'ai aussi un peu compris. Je pense qu'il y a une notion de choix et que le choix entre le masculin et le féminin, enfin, le sexe masculin et le sexe féminin, il est perçu très différemment. C'est marrant parce que, en fait, dans tout ce que je raconte là depuis tout à l'heure, ça en parle hyper bien. Il y a un livre que j'ai acheté ce week-end et j'ai déjà quasiment terminé parce que c'est une BD pour adultes qui s'appelle Nos amours modernes de Titiou Lecoq qui s'est mis en collaboration avec d'autres dessinateurs et d'autres journalistes et écrivains pour raconter plein d'histoires. C'est une sorte d'enquête sur le couple hétérosexuel aujourd'hui. Et donc tout ce que j'ai un peu d'abordé là,
c'est abordé là-dedans avec légèreté, intelligence. C'est percutant, pertinent. C'est vraiment, je recommande à 2000%. J'adore. Et c'est trop bien parce qu'en fait, en BD, moi, j'ai trop pas l'habitude de lire des BD. Et c'est charmé. Et au début du bouquin, il y a une des BD qui parle justement de ce truc de choix, où en fait, on a souvent placé dans la société la femme dans une position d'attente d'être choisie, globalement, par le mec, qui lui, en fait, ride sa life de manière assez cool, voilà, et un peu choisi au moment où il veut. Et donc, du coup, nous, on est un peu là, on attend ce train-là depuis. Et du coup, quand on est choisi, on se sent tout de suite hyper spécial, on saute sur l'occasion. En fait, j'ai donné ce conseil récemment à une amie qui vit le célibat de manière très récente, en fait. C'est récent dans sa vie comme sujet. Et donc, moi, j'avais un peu envie de lui donner des conseils que moi, j'ai compris au fur et à mesure des années de célibat. C'est, en fait, choisis pas un boug juste parce que lui te choisit. Est-ce que toi, t'as envie de le choisir même? Est-ce que il te plaît vraiment? Même pour un date, hein, je te parle même pas de couple ou quoi. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir si toi, t'avais envie d'aller en date avec lui, ou c'est juste parce qu'en fait, lui, t'a dragué de ouf et il est en mode je te choisis toi, j'ai trop envie de te choisir et tout, j'ai trop envie de t'emmener en date. Ouais, mais est-ce que en fait, toi, t'as envie de ça? T'as le droit de pas avoir envie, hein. Parce qu'il y en aura d'autres, hein. Il y en aura 1000 autres. Et ce choix-là, moi, j'ai souvent aussi été. C'est un truc sur lequel j'ai bossé en thérapie et je bosse encore. C'est que j'ai souvent l'impression que j'ai envie d'être choisie. J'allais vers un type de mec. J'allais vers un type de mec que j'avais envie d'avoir. Et donc, en fait, mon plus grand fantasme, c'était de savoir que j'étais choisie par eux. Parce que moi, je les désirais de ouf. Et donc, je les choisissais quelque part dans mon subconscient, mais c'était plutôt un désir. Et donc, en fait, j'avais envie de me sentir spéciale, qu'ils me choisissent eux. Parce que eux sont un peu cette espèce de fantasme et désir pour beaucoup de femmes. Donc, en fait, j'avais envie de me sentir spéciale. Alors que beaucoup de mecs, je crois, se posent même pas la question de s'ils sont choisis ou pas. Enfin, ouais, ils se sentent choisis par la meuf, mais c'est un peu normal, c'est un peu logique, et ils choisissent aussi. En fait, je crois qu'il y a vraiment ce truc-là. Et j'ai une autre amie qui est grave dans cette mentale-là, que je trouve plus masculine en fait, mais je trouve ça hyper slay. C'est qu'elle est genre, bah non, mais I am the price. Donc évidemment que moi, je choisis. Je suis un peu en mode, bah ouais, en vrai. Il faut qu'on se choisisse mutuellement, c'est du consentement, toujours. Mais je crois que d'avoir une mentalité genre, non, non, je vais pas me laisser choisir, je choisis, je suis dans l'action, c'est quand même assez fort et puissant. Surtout, voilà, donc comme le dit Titu Lecoq, après tous les trucs MeToo et tout, je crois qu'on y est en fait, de toute façon. Et moi, je le sens grave, mais c'est vraiment un Women in Mansfield Summer. Ce que je veux dire par là, c'est on est vraiment pour les meufs célibataires. Je sens qu'il y a une éra de les femmes dans les fields, dans les champs, c'est pas les champs, mais les femmes dans les domaines masculins. On est un peu là-dedans, mais sur le côté drague, sur le côté relationnel. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment la tendance s'inverse un petit peu et que du coup c'est un peu les femmes qui ont les choses en main, qui prennent les choses en main. Du côté drague, du côté action, dans la rue même on le voit, les corps se dénudent beaucoup plus, on prend beaucoup plus de place dans la rue. On ose être sur la place publique dans des tenues dans lesquelles on nous a toujours interdit d'être. Parce que, bah, désolé, hein, mais s'il fait 45 degrés tous les étés, vous allez pas nous voir en jogging manche longue. C'est hors de question. Vous allez nous voir avec des petits hauts, des crop tops, des shorts. On va montrer notre corps juste parce qu'en fait, il fait chaud et que c'est comme ça. Et que notre corps aussi a le droit d'être là, sur la place publique, sans être sexualisé. Et donc, du coup, je pense qu'on va être beaucoup plus enclin à aller draguer et à avoir confiance en nous et à choisir aussi qui on a envie de draguer et pas juste avoir l'impression de se laisser draguer, etc. Je dis pas que faut totalement changer toutes les tendances de tout, etc. Évidemment, c'est trop agréable de se faire draguer aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais en termes de prise de confiance en soi et aussi du coup de vivre bien son célibat, c'est de pas forcément être dans un truc en mode genre
Ouais, je suis célibataire, ben, du coup, bah, il se passe pas grand-chose parce que je me fais pas trop draguer, et cetera, et cetera. Ta 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 ta. Si tu envie de draguer, ma belle, drague. T'es trop fraîche, t'es une bête de go for it. I swear. And most times, la plupart du temps, ça marche. Donc, c'est le feu. Voilà. Ce qui arrive à mon dernier point, c'est de dater sans attente, pas sans standard. Et ça, c'est un peu difficile. Parce que ça va un petit peu avec le point de juste au-dessus que je viens de dire, le fait d'arrêter de projeter le mauvais projet sur la mauvaise personne. C'est qu'en fait, assez logiquement, quand tu vas en date, t'as grave des attentes inconscientes. Mais t'as des attentes que ça se passe comme ci, que ça se passe comme ça, que le mec te raccompagne en bas de chez toi et peut-être qu'il t'embrasse ou qu'il te propose un autre date directement. En fait, c'est très difficile, surtout si c'est sur les applications de rencontres, de pas se faire une pré-idée de la personne. On est d'accord. Mais en fait, il faut laisser place à son instinct, à son intuition et à sa perception pendant ce premier date, par exemple. Parce que l'idée que tu t'étais faite de la personne va pas forcément être la vérité par la suite, va pas forcément être la personne que tu attendais qu'elle soit. Et c'est complètement normal. Mais tu peux passer un super temps, un super moment avec la personne en face de toi si justement tu ne projettes pas trop d'attentes sur elle. Et comme je dis, c'est que c'est pas pareil que d'avoir des standards, d'avoir des attentes globales d'un bon date. Évidemment, avoir un standard. Je veux dire, si le mec il t'a dit on va boire un verre là et qu'au final en fait il te dit bah en fait non viens je préfère t'emmener chez moi avec une canette de bière et tout dans son appart sale et glauque. Ça, c'est pas des attentes, ça, c'est juste un truc de standard et de feeling et genre, t'as pas envie de ça, total. Je parle plus genre des attentes de la personne. C'est très difficile d'attendre de quelqu'un que tu ne connais pas qu'il soit parfait. Genre qu'il soit giga drôle, giga séduisant, comme tu te l'imagines ou comme par exemple, peut-être t'as encore en tête avec un crush ou un ex, etc. Et voilà. Et tout ça aussi, c'est parce que justement, je pense que les applis de rencontre, et je l'ai fait, moi, je pense que bien vivre son célibat aussi, c'est être en phase avec ses envies. Donc, c'est complètement OK d'avoir des envies de dater à donf pendant une certaine période. Comme c'est hyper OK aussi d'avoir envie de protéger son énergie et de pas du tout avoir envie de rencontrer des gens comme ça toutes les semaines, etc. parce que c'est épuisant aussi. Dater, être célibataire, c'est énergivore de ouf. Et c'est ce que je disais au début du podcast. Faut protéger son énergie, faut cultiver, faut se nourrir pour soi avant tout et ne pas exister que à travers ce célibat et ce statut de célibataire. Et donc le fait que si t'es célibataire, ben, il faut que t'animes la galerie de tes potes et que tu leur racontes un date par semaine, machin. Je l'ai fait, hein. C'est drôle. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, au début de mon célibat. Évidemment que j'avais envie d'en découdre un peu, que j'avais envie d'aller à gauche, à droite, découvrir toutes sortes de gars différents et tout. Mais au bout d'un moment, en plus, tu te lasses parce que, pareil, c'est hyper bien expliqué dans la BD, il y a un truc de homogamie, en fait. Plus t'es sur les applis, plus, en fait, aussi, l'algorithme, il comprend qui t'es et il te fait dater que des personnes qui sont finalement pareilles parce qu'elles ressemblent à ton algorithme à toi. En fait, elles te ressemblent un petit peu indirectement parce que vous venez du même milieu socio-culturel, etc. Et donc, du coup, je sais pas, peut-être que tu vas dater là dans la BD, c'est hyper bien dit. La meuf, elle dit, mais j'en ai marre des graphistes en fait. Enfin, il y a pas autre chose que des graphistes. Ça m'a fait gaulerie parce que moi, j'avais une période, un moment, au début de mon célibat, c'était que les skaters. Aujourd'hui, je les vomis les skaters. No offense, mais genre, pas possible en fait. Bref, tout ça pour dire que je pense que les applis, c'est chambé pour expérimenter un petit peu. Les applis, c'est chambé pour expérimenter plein de choses, rencontrer plein de types de gens différents, mine de rien, que tu rencontrerais peut-être pas dans la vraie vie. Mais je pense que aussi une manière de bien vivre son célibat, c'est de réapprendre justement à relationner de manière hyper spontanée et humaine. Donc dans les interactions quotidiennes. Parce que rien ne vaut une drague, un sourire d'un mec que tu trouves trop mignon au café que genre 10 likes sur Hinge qui foutent un peu la flemme en plus, on va pas se mentir. Il y a quelque chose de beaucoup plus vrai. Et en plus, ça vient
vraiment rebooster ton ego et te redonner confiance en toi. Alors que, au bout d'un certain temps, les applis de rencontre viennent accentuer, je trouve, beaucoup de tes complexes. Mais je suis passée par là et je pense que c'est une phase aussi logique et importante et qui est dans notre ère de le vivre si t'as envie de le vivre. Mais tu fais, je pense, beaucoup plus de rencontres impactantes dans la vraie vie en te faisant un peu violence peut-être, en étant un petit peu plus ouverte à l'autre que sur les applis de rencontre. Et encore une fois, ça marche pour plein de gens les applis de rencontre et je suis ravie pour eux. Je pense que moi, c'est pas du tout fait pour moi. Je l'ai expérimenté, je l'ai fait, j'ai rencontré des mecs, j'ai eu des histoires et tout. Mais je pense foncièrement que mes mecs, mes prochains mecs, ils sont dans mes futures activités de vie, dans mes futures rencontres. Voilà. Et bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est des petits conseils pour bien vivre son célibat, le vivre de manière sereine, de manière apaisée. Et en fait, it's not that deep. Et c'est plutôt chouette. Parce en plus, toutes mes potes en couple aujourd'hui adorent leur mec et adorent être en couple et tout, c'est pas la question. Elles ont grave quand même ce truc de se dire ah ouais, mais être célib, t'as ci, t'as ça, c'est chambé. Donc l'herbe, elle est toujours de plus verte ailleurs, en fait. C'est toujours pareil, c'est toujours le même débat. Mais c'est quand même. Et puis tes problèmes de toi avec toi, ils disparaissent pas, hein, quand tu te mets en couple. C'est pas parce que demain t'es en couple que tu vas tout de suite avoir beaucoup plus confiance en toi, tu vas te sentir beaucoup plus, je sais pas, intelligente, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus truc. Non, 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 non. Tout ça, c'est toi et toi. Donc en fait, que tu sois en couple tout seul, le chemin, il est à peu près le même. Mais tu le fais accompagner ou non, et c'est quand même un chemin que tu fais avec toi-même, quoi qu'il. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Jeez Louise. Belle semaine, hydratez-vous et gros bisous. Bye!